Hello, hello! Alors on va continuer dans la modélisation en voyant deux nouveaux outils que sont le Bevel et le Spin. Donc vous allez voir que ici c'est des outils vraiment spécifiques qu'on va utiliser dans des cas très précis. Alors on va commencer par le Bevel. Attention ici que je parle de l'outil de modélisation Bevel qu'on va retrouver ici dans la barre d'outils qui est là, et pas du modifieur. Vous verrez qu'après on a un modifieur qui porte le même nom, qui nous permettra de faire la même chose en fait, mais de manière non destructive, donc pour pouvoir l'enlever et le remettre à volonté. Donc nous ici on va utiliser l'outil, qui a aussi son utilité, hein, qu'on utilise à des moments différents, mais donc faites bien la distinction entre les deux, donc là c'est bien l'outil qu'on va voir ici. Alors l'outil Bevel va surtout se faire principalement soit sur les vertex, soit sur les edges. On va commencer par les edges, parce que c'est plus facile à comprendre, et je vais vous montrer ça, donc je vais le faire sur un Edge pour l'instant. Donc j'ai un petit rond, je clique dessus et je me déplace, et voilà ce que ça va faire, ça va biseauter mon objet à cet endroit-là, ça va créer un chanfrein. Et je vais avoir tout un tas d'options que je vais pouvoir manipuler par rapport à ce chanfrein. On va essayer de les voir, alors pour certains rapidement, parce qu'ils sont vraiment très spécifiques, et parfois pour des choses qu'on n'a pas encore vues, donc je m'éterniserai pas là-dessus. Alors le premier paramètre, c'est de savoir s'il le fait sur les vertices ou sur les edges. Donc là, vous voyez que je peux demander à ce qu'il se fasse pour chaque point. Et à ce moment-là, je vais vraiment avoir un visuel totalement différent. Vous voyez aussi qu'en activant Vertices, je ne vais pas avoir certaines options. Donc pour l'instant, on va se focaliser sur les edges. J'ai la possibilité de choisir le type d'offset, le type de largeur que je veux. Donc ça, c'est tout simplement parce que quand j'ai créé ici mon bevel, je vais lui donner une valeur numérique fixe. Je vais mettre 0,1. Par défaut, il va se baser sur l'offset, c'est-à-dire qu'il va se baser sur le décalage qu'il a créé au niveau des edges par rapport au edge initial. Et vous voyez que là, le décalage se fait de 0 à 1 mètre. C'est ce que j'ai demandé, donc c'est cette valeur-là qui va être prise en compte. J'ai d'autres paramètres, je pourrais prendre par exemple width, où là c'est la largeur qui va être prise en compte, c'est la largeur ici du chanfrein vraiment, donc cette ligne-là, qui elle va faire 0,1 mètre. Je pourrais demander la profondeur, qui du coup va être cette ligne-là. Donc voilà, j'ai plusieurs possibilités en fonction de ce que j'ai besoin de faire. La plupart du temps, on va rester en offset, donc voilà, on va pas trop s'embêter. Ici, je vais rester en offset. Alors on en a d'autres, un pourcentage absolu, bon voilà, c'est des choses vraiment spécifiques si vous aviez fait des scales ou des choses un petit peu bizarres. Donc ici je vais pouvoir gérer la largeur de mon chanfrein, si jamais je l'avais fait de la mauvaise taille au début. Je peux augmenter le nombre de segments. Alors vous remarquerez que quand j'ai sélectionné l'outil, en fait ces options-là, j'en avais déjà certaines que j'aurais pu pré-régler à l'avance, qui sont ici dans les options. Donc je peux changer le nombre de segments, je peux changer la forme que je vais avoir, donc ça va aller de 0 où il va me faire quelque chose complètement dans les négatifs. Alors vous voyez là le problème c'est, je vais enlever voilà, je vais enlever un segment pour pouvoir avoir quelque chose de pair à cet endroit là, et une ligne qui va être pile au centre. Donc vous voyez qu'en 0 je vais avoir ça, en 1 je vais avoir l'inverse, c'est-à-dire qu'en gros il va laisser la ligne originale va continuer d'exister, c'est juste qu'il va créer des subdivisions de chaque côté. Alors vous verrez que tout ça a son utilité, hein, on l'utilise régulièrement. Si vous mettez normalement ici, je crois 0,25, vous allez avoir une ligne parfaite. Donc ça va être vraiment plat. Et par défaut, c'est 0,5, voilà, ça vous fait un petit arrondi comme ça. Vous avez le matériau index, c'est uniquement si vous avez créé un matériau spécifique que vous allez vouloir mettre sur vos biseaux. Donc ici, si sur le bevel vous voulez avoir un matériau spécifique, vous pourrez le régler ici. Vous avez le harden normals qui va essayer d'affiner qui va travailler sur les normales de l'objet. Alors on n'a pas encore vu tout ça, donc là pour l'instant ça va être un peu abstrait, mais disons que ça va améliorer le visuel du chanfrein si vous restez en low poly. Vous avez le clamp overlap. Alors le clamp overlap, je vous montre ici, il est activé. Vous voyez qu'au bout d'un moment, pof, ça bloque. Il ne va pas aller plus loin. Si je désactive le clamp overlap, ah oui, non, ici il ne le fera pas. Attendez, je vais faire comme ceci. Voilà, vous voyez ici, je peux dépasser le bord tout simplement parce que le clamp overlap est ici décoché. Si je le coche, vous voyez que ça s'arrête au bord de l'objet, je ne pourrais pas aller plus loin. Donc ça permet de ne pas avoir d'erreur.
Attention quand même, c'est que on a... alors ici, je vais devoir vous créer rapidement un objet. Tiens, bah, ça va me permettre de vous montrer ça aussi. Imaginons ici, j'ai fait un CTRL R, donc ici, je viens de faire un loop cut pour couper mon objet. Le bevel, je peux aussi m'en servir comme ceci. Vous voyez ici sur une ligne qui est droite, en faisant CTRL B et en demandant un nombre de subdivisions, ça va en gros faire presque l'équivalent de ce qu'on avait ici, le offset edge loop cut. Donc voilà, c'est un peu un équivalent et je trouve personnellement que c'est plus pratique à utiliser. Là je vais refaire CTRL B, et cette fois-ci avec 2 coupures. Et si je fais un scale, voilà, je vais me retrouver avec ceci. Donc vous voyez ici, si je sélectionne toutes ces lignes-là, et que je demande à faire un bevel, ici je reprends mon outil bevel et que je fais ça, vous voyez que là il n'y a pas de souci, le clamp overlap n'est pas activé, donc je peux faire la taille que je veux. Mais si maintenant j'active le clamp overlap, eh bien je ne vais pas pouvoir aller plus loin que ça, tout simplement parce que ici, ces points-là se sont fusionnés, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à leur emplacement maximal, mais du coup ça va m'empêcher d'avoir un bevel plus grand ici dans la partie supérieure. Donc ça peut être problématique de temps en temps. Ça veut dire qu'il aurait peut-être fallu que je fasse les bevels séparément. Si j'avais voulu un biseau plus grand ici au-dessus, bah, j'aurais d'abord dû faire celui-ci en activant le clamp overlap pour éviter d'avoir des bugs. Et ensuite prendre celui-là et là le faire plus grand. Donc faut pas hésiter à le faire en plusieurs fois si jamais vous avez des morceaux qui sont plus petits, plus grands. Je verrai que c'est un problème qu'on aura aussi avec le modifieur, qu'on gérera différemment, mais voilà, c'est un peu le même système. Donc ici, voilà pour le clamp overlap. Ensuite, vous avez le loop slide. Alors comment je vais pouvoir vous montrer ça? Donc ici, si je fais une ligne comme ceci, et que je fais que je désactive le loop slide, vous voyez qu'ici, il est venu faire une sorte de déformation, parce qu'il s'est basé sur les normales au lieu de glisser sur les lignes déjà existantes. Donc c'est activé par défaut, moi je vous conseille de le laisser, ça évite justement d'avoir des bugs, d'avoir des choses qui vont se décaler. Si maintenant vous avez particulièrement envie d'avoir quelque chose qui suit les normales au moment du bevel et pas, donc si vous êtes sur une forme par exemple très organique et que vous avez besoin d'avoir ce fonctionnement-là, vous pouvez décocher loop slide. Mais bon, pour les objets comme ça, qui sont hard surface, qui sont droits, on va pas avoir besoin de le décocher. Alors ensuite, on va avoir... Je refais un bevel, voilà. Sims et Sharp, c'est tout simplement, alors ça on ne les a pas encore vus, mais quand vous aurez mis des Sims qui servent pour les UV ou des Sharp qui servent pour dire à quel endroit on veut que notre objet soit dur ou lissé, il va les garder. C'est-à-dire qu'il va le garder ici dans le bevel, il va essayer de les remettre sur les nouvelles lignes. Là ici je peux pas vous le montrer parce qu'on n'en a pas, donc si je l'active ça changera rien. Alors ensuite on a le fonctionnement des... alors je vais d'abord le faire, je vais d'abord vous montrer ici les intersections, parce que ça sera plus facile à vous montrer avec la forme que j'ai ici. Donc je vais prendre ici ça, et je vais faire un CTRL B en augmentant. Alors vous voyez que, oui c'est vrai que là pour l'instant j'ai utilisé l'outil. Alors le raccourci pour le bevel c'est CTRL B. Donc ici je peux faire CTRL B. Et avec la molette je peux augmenter le nombre de subdivisions sur mon bevel directement. Donc ici je vais l'augmenter un peu, c'est exactement la même chose, hein. Donc ici c'est pareil que si j'avais pris l'outil là, que j'avais réglé les paramètres et que j'avais fait mon bevel. Donc ici au niveau des intersections, par défaut il est en grid fill, c'est ce que vous avez là. Donc il crée une sorte de maillage, on va dire, pour remplir cet espace là. Je pourrais demander cutoff, et à ce moment là, ce qu'il fait c'est qu'il ne le remplit pas du tout, il fait le bevel, mais il vient faire des zones totalement droites ici. Alors honnêtement, voilà, l'intérêt est tout relatif. On n'en a pas forcément besoin ici, donc je vais remettre grid fill. Alors ensuite, on va ici avoir un paramètre face strength qui va nous donner, alors c'est difficile d'expliquer ça parce qu'encore une fois, ça concerne les normales et ça concerne même un modifieur qu'on va devoir avoir pour que ça fonctionne. On a la possibilité en fait de recalculer les normales en fonction de la taille des faces et d'améliorer le visuel de l'objet.
Pour ceux que ça intéresse, avec un modifieur qu'on appelle le weight normal. Donc il va utiliser les poids des normales. Et ici, je peux venir changer la manière dont il va recalculer ce poids en fonction des surfaces. Bon, là, étant donné que on n'a pas encore vu les normales et qu'on n'a pas encore vu le modifieur, je vais pas m'éterniser là-dessus. Ensuite, on a ici le type de profil. Donc pour l'instant, c'est super ellipse. C'est ce qu'on a ici. Il va faire un arrondi. Voilà, c'est le fonctionnement que je vous ai montré ici par rapport à ces paramètres-là. Mais j'ai aussi la possibilité de faire un custom. Et à ce moment-là, de dessiner quelque chose de différent. Alors vous voyez que ça va bouger les points en fonction de ce que je vais faire. Je vais ajouter un petit peu de... Voilà. Vous voyez que ça va venir modifier le profil de l'objet. Avec une courbe où je peux demander d'avoir des choses qui sont droites, d'avoir des... Ici, pouvoir travailler les tangentes indépendamment, par exemple. Donc voilà, là on atteint vraiment des choses qui sont très spécifiques. Je vous conseille, si vous utilisez un moment les profils custom, ben, c'est de ne pas vous mettre en grid fill mais en cutoff, parce que sinon le grid fill ne fonctionne pas très bien. Donc ça peut vous servir par exemple à faire des moulures, si vous avez besoin de faire des choses vraiment très complexes. Hop, je peux ici faire des choses comme ça. Voilà, vous voyez qu'il va vous couper votre objet en fonction de la courbe que vous avez là. C'est une possibilité, c'est pas forcément... voilà, moi honnêtement je l'utilise rarement parce que je trouve ça... voilà, il y a des méthodes qui sont différentes et qui fonctionnent aussi bien. Donc je vais remettre ici en super ellipse. Et donc le dernier paramètre qu'on a, c'est... ici c'est les... Alors meter, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Je vais vous montrer ça sur une autre forme, parce que ça sera plus simple de vous le montrer sur autre chose. Donc ici je vais venir faire deux coupures. Je vais prendre ça et faire un extrude. Voilà. Donc ici j'ai ça, et je vais prendre ces trois lignes-là, et je vais faire un bevel. Alors par contre je vais remettre le grid fill. Si je retrouve, voilà. Voilà, donc là ici pour l'instant, alors c'est peut-être pas les paramètres par défaut, je pense que j'avais déjà ici changé ces paramètres-là. Par défaut, voilà ce que ça va me donner. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez le outer et le inner qui vont vous donner des choses différentes. Alors, le inner, ça va être lorsque l'angle entre deux edges que j'ai sélectionnés pour le bevel ont un angle qui est inférieur à 90 degrés. Et le outer, c'est quand c'est supérieur... à 180 degrés, pardon, excusez-moi. Et le outer, ça sera quand c'est supérieur à 180 degrés. Donc ici, vous avez les deux paramètres. Vous voyez que le inner, qui est ici, je suis en sharp. Donc ça, je pourrais le changer en arc. Ah non, excusez-moi, je confonds. C'est le contraire. Donc ici, si je mets sharp, voilà ce que ça va faire. Donc le outer qui est ici, donc qui est supérieur à 180 degrés. Donc il faut imaginer que j'ai cette ligne-là. C'est comme si elle descendait ici. De ce côté-là, je vais être inférieur à 180. Et de ce côté-là, je vais être supérieur. Donc ici, en mettant sharp en hauteur, voilà ce que ça va me donner. Si je demande un patch, je vais avoir ceci. Et si je demande un arc, je vais avoir ceci. Donc en fonction de ce que vous êtes en train de modéliser, vous aurez besoin parfois de changer le visuel du meter. Je vais le refaire parce que j'ai désélectionné sans le vouloir. Donc vous avez ici le outer, et je peux faire la même chose. Donc ici par exemple, je pourrais demander patch. Et sur le inner, pour l'instant je suis en sharp, donc vous voyez que j'ai un truc droit ici. J'ai des lignes droites à cet endroit-là. Si je mets arc, vous voyez qu'ici maintenant, il m'a fait un arc de cercle. Le problème, c'est que ça me crée cette face-là. Ça, vous verrez que ça peut poser problème si après on veut la subdiviser. Voilà, ça, de temps en temps, ça peut donner des résultats qui ne sont pas forcément conformes à nos attentes. Mais voilà, bon après, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez besoin. C'est pareil ici, si je mets en hauteur un sharp, ça c'est pas toujours très heureux. Visuellement, ça peut créer aussi des petits bugs visuels. Donc à vous de voir par rapport à ça. Ici, ça marche aussi avec le cutoff, c'est-à-dire que vous voyez aussi ici ce que ça donne en fonction de si je mets ici sharp ou patch. Ah oui, non, si j'enlève justement, si je mets en cutoff, c'est forcément sharp sur les deux. Voilà. Donc vous avez ici ce fonctionnement-là. C'est principalement dans cette configuration-là que vous allez avoir le problème, parce que si vous le faites ici,
Donc ici, si je fais ceci, donc là, j'ai pas de outer. Donc ici, ce paramètre-là ne servira à rien parce que je n'ai que des angles qui sont inférieurs à 180 degrés. Et donc, j'ai juste le inner que je vais pouvoir changer entre sharp et arc. Donc vous voyez ici un petit peu la différence entre les deux. L'autre problème du arc, c'est que ça va avoir tendance à rajouter des points ici, et donc de transformer cette face-là, qui pour l'instant, là, vous voyez, qui est un rectangle, là, je me retrouverai avec plein de points ici, et donc ça serait plus un rectangle, ça poserait aussi parfois des petits problèmes au niveau des subdivisions. Bon, voilà, je vous dis encore une fois, ça reste des paramètres, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse au moment où vous l'utilisez. Normalement, les deux sont utilisables sans problème. C'est vraiment une question de visuel, quoi. Donc voilà pour l'outil Bevel. Donc le raccourci, je vous rappelle, c'est CTRL B. Alors je vais vous montrer quand même qu'on peut utiliser un autre raccourci. Et je vais peut-être même vous montrer à quoi ça peut servir. Donc imaginons, vous avez fait un cube. Là. Vous pouvez prendre un point et faire CTRL-SHIFT-B. Donc cette fois-ci, il ne va plus faire le bevel sur les edges, mais sur les points. Donc même si j'avais sélectionné tout le cube, il l'aurait fait que sur les points. Donc CTRL-SHIFT-B. Là, ici, je vais enlever des subdivisions, parce que j'en ai beaucoup trop. Voilà. Et ça, je pourrais très bien, après, déplacer les points, refaire CTRL-SHIFT-B. Et vous voyez qu'en faisant ça, on peut s'en servir, par exemple, si vous voulez faire des blocs de quelque chose, de pierre, en low poly, vous pouvez utiliser ça. Je pourrais après me mettre en X-ray, déplacer ça. Enfin, voilà, donc vous allez pouvoir faire ce genre de choses rien qu'en utilisant le CTRL-SHIFT-B. En faisant GG, en plus je peux déplacer les points le long de leur ligne, ça évite d'avoir des choses bizarres qui se créent ici au niveau des faces. Donc voilà, c'est un outil parmi tant d'autres, mais vous avez la possibilité comme ça de le faire également sur les vertex et pas uniquement sur les edges. Donc là, ici, on a fait le tour de l'outil Bevel. Vous voyez que si je reste appuyé ici, j'ai pas d'option. Hein, donc voilà, j'ai pas d'autres choses par rapport à ça. Donc maintenant, on va passer au spin et à son ami le spin duplicate. Alors pour vous montrer ça, on va partir d'autres choses. Donc le spin va vous permettre de faire des rotations, de créer un objet, ce qu'on appelle une surface de révolution. Donc il va prendre des points et les faire tourner autour du curseur 3D pour créer un nouveau volume. Alors je vais vous le montrer comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est pour vraiment vous montrer typiquement dans quelle situation on va utiliser ça, j'ai fait un plane, je vais effacer tous ces points, donc j'ai sélectionné tous les points en mode edit, je fais supprime vertices, et je vais me mettre en vue de face ou de droite, voilà, les deux fonctionneraient, hein, c'est pas très important. Et je vais recréer une ligne de points. Alors je vous avais déjà montré ça dans une vidéo précédente rapidement. En fait, ce qui se passe, c'est que je peux faire des extrudes de points pour créer une ligne de points. Et ici, pour l'instant, j'ai aucun point. Donc je suis embêté, c'est que j'ai effacé tous mes vertex. Donc j'ai plus de points. Donc il faut que j'en crée un premier. Mais en fait, c'est très simple. Si vous faites CTRL en mode point, hein, attention de bien être ici en mode point, si vous faites CTRL, clic droit, vous allez créer un point. S'il n'y en avait pas de sélectionné, il va vous créer un point. Ce point-là, je vais faire Shift S et je vais faire Sélection to Grid. Donc là, il est venu me remettre ce point-là en 0, 0, parce que le point, je l'avais créé tout près de l'origine, donc il l'a mis pile à l'origine. Et maintenant, en faisant CTRL clic droit, je vais pouvoir recréer d'autres points. Ici, voilà, je vais faire ceci. Alors, je vais peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus... Je vais faire CTRL Z. Je vais faire quelque chose qui ressemble quand même à quelque chose. Faire une forme. Donc ici, on va faire un vert. Alors vous inquiétez pas, pour l'instant mes points sont pas parfaitement placés, mais je vais les remettre après. Donc là je suis en train de faire l'intérieur du VR. Et le dernier point, c'est pareil, je vais aussi faire Shift S, sélection to grid.
Donc comme ça, je suis certain qu'il est bien aligné au centre. Alors je vais zoomer, je vais ici sélectionner mes points et les replacer en fonction des besoins. Je vais les réaligner un petit peu. Alors ça, ce procédé est forcément un peu étrange au début, parce que vous allez avoir du mal à extrapoler la forme que ça va vous donner au final. Voilà, je ne vais pas forcément aller plus loin que ça. Donc ici, voilà, j'ai ma ligne de points. Et ça, je vais demander à faire un spin. Alors je vais venir cocher ici l'outil. Alors là, pour le coup, y a pas de, je crois qu'il n'y a pas de raccourci par défaut. Donc on va venir cliquer dessus, et en plus le gizmo est très pratique, donc on va plutôt utiliser le gizmo. Bien faire attention d'avoir votre curseur 3D au centre de la scène. Donc là, vous voulez que vos points tournent. Et vous voyez que j'ai ce gizmo qui est apparu avec deux petits plus. En fait, ici, il suffit que je clique sur un des plus et que je bouge pour tourner, pour faire tourner mon objet. Si je fais CTRL, je vais avoir un magnétisme qui va me permettre de vraiment venir fermer mon objet totalement. Donc ici, je peux aller jusqu'au bout et le fermer. Et je vais avoir tout un tas d'options que je peux encore modifier. Donc là, par exemple, le nombre de steps, donc le nombre de subdivisions qu'il a fait sur le contour. Alors 12, c'est peu quand on fait un tour complet. Ici, je mets 24, c'est déjà beaucoup mieux. Donc ici, vous voyez qu'il m'a bien fait tourner tout mon objet autour de ça. Je peux encore modifier certaines choses, donc là on va le voir après, je ne vais pas le faire ici sur mon verre, je vais vous montrer les autres options après, mais je pourrais redemander de changer la rotation. Vous verrez par la suite qu'on peut changer à partir de où ça se fait. Donc je pourrais ici, voilà, et que je peux changer l'endroit où ça va se faire, donc ça vous verrez après l'utilité de ce paramètre-là. Donc au niveau des options, on a le nombre de steps, on a savoir s'il doit faire des duplications ou si vraiment il fait des sortes d'extrudes. Donc là, vous voyez que si je mets use duplicate, il va juste copier ce que j'avais sélectionné. Alors je vais tout de suite le faire tant qu'on y est. En fait, le use duplicate, c'est exactement la même chose que ce qu'il devrait faire sur le spin duplicate. Alors ce qui se passe, c'est, je sais pas du tout pourquoi, mais le spin duplicate, qui devrait normalement activer ça automatiquement, ne le fait pas. Donc pour l'instant, les deux outils ici sont exactement les mêmes. Et si vous voulez faire un spin duplicate, ben, il faut faire un spin et juste cocher ici use duplicate, et ça le fera sans problème. Donc, ensuite on a l'angle. Donc là je pourrais le modifier aussi directement ici de manière numérique. Donc là par exemple il est à moins 360 degrés, mais je pourrais faire 360. C'est exactement la même chose, il a juste fait tourner dans l'autre sens. Ça va juste avoir une influence sur les normales en fait, qui pourrait être inversée si jamais on ne le fait pas dans le bon sens, ce qui à mon avis était le cas jusqu'à présent. Donc par défaut, oui, si vous voulez avoir les normales dans le bon sens, je crois qu'il faut tourner dans le sens horaire pour faire votre spin. L'auto-merge, c'est tout simplement que ici, vous voyez que vu que j'ai fait 360 degrés, bah, le début et la fin se sont superposés, et par défaut, il va les fusionner. Donc il va fusionner les points qui sont suffisamment proches. Je pourrais demander d'inverser les normales. Et enfin, j'ai le centre autour duquel mon spin se fait. Donc là, vous voyez, il le fait pour l'instant en 0, 0, 0. Pourquoi? Parce que mon curseur 3D était à l'origine. Mais ça, je peux le changer. Donc c'est exactement comme si je bougeais ici les flèches qu'il y a ici. Donc, vous voyez que ça me change le centre. Et je peux aussi, donc, là pour l'instant, je vais le remettre en 0, 0. Et je peux aussi changer l'axe. C'est-à-dire que là, pour l'instant, alors j'avais prévu le coup, il tournait bien autour de l'axe Z, mais si vous vouliez faire la rotation non pas autour de l'axe Z, mais autour de l'axe X, à ce moment-là, il faudra que je mette 0 ici en Z et 1 en X. Et voilà ce que ça va me donner. Bon, là, bien évidemment, ma forme n'était pas prévue pour ça, donc ça donne un truc un peu bizarre, mais c'est aussi une possibilité. D'accord? Vous pouvez tourner comme ça autour de l'axe que vous voulez, et y compris un axe qui est à 45 degrés. Voilà, vous pouvez faire vraiment des choses comme ça un peu étranges, juste en changeant l'axe. Alors ça, vous pouvez le changer l'axe avec aussi le gizmo. Vous avez ici des cercles qui vous permettent de choisir autour de quel axe votre objet doit se faire. Donc voilà, tout ça vous permet de vraiment travailler sur tout ce qui va être surface de résolution. Alors je vais vous montrer aussi peut-être un autre exemple
parce que là on a fait un verre, c'est sans doute la chose la plus courante que vous allez avoir au niveau des spins, mais vous pouvez faire des choses bien plus complexes que ça. Donc ici je vais faire un nouvel objet. Je vais effacer celui-là. Donc prenons par exemple un cube. Je vous montre ça. Ici, je vais déplacer ce cube ici. Et imaginons que... Donc je déplace les points pour avoir ceci. Et vous avez envie ici de créer un arc de cercle qui va aller de là à l'autre côté. Par exemple pour faire une arche. Admettons. Alors la première chose à faire, ça va être de venir placer votre curseur 3D à l'endroit où vous voulez faire la rotation. Donc, dans le cas d'une arche, bah, si je veux faire un demi-cercle, il va falloir que mon point soit ici. Je vais faire Shift, clic droit pour replacer le curseur 3D à peu près. Je fais Shift S, cursor to grid. Donc là maintenant il est parfaitement placé ici. Et regardez, je sélectionne mes points, j'active l'outil spin. Le problème c'est qu'ici il n'est pas dans le bon sens. C'est-à-dire que moi ici je voudrais faire une rotation en Y, donc comme ça. Et ben c'est pas grave, je vais aller dans les options qui sont ici en haut, et je vais demander Y, je vais directement lui dire que je veux 24 subdivisions, et j'ai plus qu'à tourner en faisant CTRL, et vous voyez qu'ici j'ai pu faire 180 degrés. Si c'était pas le cas, j'aurais pu venir le taper ici directement. Donc j'ai ici ça, et je pourrais très bien dire maintenant je vais faire E pour refaire la deuxième partie de mon arche, et vous avez ceci. Donc voilà pour le spin. Alors là, on l'a fait en une fois, mais imaginons que ça soit un truc encore plus bizarre. Je peux très bien ici refaire Shift-clic droit pour venir mettre mon curseur 3D ici. Shift-S, cursor tout. Alors non, pas tout voir d'origine, je vais le refaire. On va y arriver. Shift-S, cursor to grid. Et je peux refaire ceci, refaire un extrude, etc., etc. Donc vous pouvez comme ça faire tout un tas de choses par rapport à ça. Et alors si jamais vous voulez faire des choses qui ne sont pas forcément à ce point précises, bah, vous pouvez faire ça et venir replacer ici votre point en fonction de vos besoins. Et vous pouvez en recréer. Alors attendez, je ne vais pas que je me trompe, donc c'est bien la ligne blanche hein, qu'il faut utiliser pour changer la rotation. Donc ici je vais faire ça pour corriger ça. Et je pourrais venir ici placer mon curseur 3D ici et faire une rotation comme ça. Et revenir ici. Donc vous voyez que vous pouvez faire comme ça des motifs qui vont parfaitement suivre des rotations assez facilement avec ça. Et ensuite vous pouvez les cumuler, hein. C'est-à-dire que ici rien ne m'empêche de dire je vais reprendre alors pas celui-là, celui-là. Je viens me mettre ici, je peux le faire aussi à partir de plusieurs. Je reprends deux ici. Je viens mettre mon curseur 3D ici. Cette fois-ci je vais tourner en X. Et je peux faire ceci. Voilà. Donc vous voyez que on peut vraiment faire tout un tas de formes vraiment très bizarres. Il n'y a pas de... Voilà. Vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez avec cet outil spin. Donc encore une fois, le spin duplicate, je ne vais pas vous le montrer parce que ça n'a pas d'intérêt particulier. Il ne fonctionne pas comme on s'attendrait à ce qu'il fonctionne. Attention quand même, si vous créez par exemple un cube, je vais le remettre en 0, et je vais remettre mon curseur aussi. Si je prends un cube, que je déplace tous ces points, ici, et que j'utilise l'outil spin, en sélectionnant ici tout le cube, alors je vais peut-être en mettre 24, je vais en mettre 8 par exemple, et je vais le faire en Z, voilà. Donc ici en faisant ça et en tournant, là ce qui se passe c'est qu'il me crée des copies. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'est pas capable d'extruder tous ces points-là en même temps, donc ça va créer des copies automatiquement. Si maintenant j'avais voulu faire uniquement cette face-là, et que je voulais avoir des copies et non plus des extrudes, voilà, il suffisait d'utiliser le use duplicate, et je vais avoir ceci. Encore une fois, c'est ce que j'aurais dû avoir en utilisant le spin duplicate de base. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour ici au niveau des bivels. Donc là, on commence à avoir quand même pas mal d'outils à disposition pour faire des modélisations.
plutôt que de continuer dans les outils, voilà, il reste encore des outils à voir, notamment ici, le share qui va vous permettre de faire des décalages ou ce genre de choses. Il y a des choses qu'on a vues, en fait, sans forcément ici venir cliquer sur les boutons, notamment le Edge Slide, qui est quand on fait GG, qui passe directement en mode Edge Slide, ou le Shrink Flatten, qui était Alt S, on a vu quand on avait fait les extrusions. Donc voilà, il y a encore des outils ici, mais dans les vidéos suivantes, je vais d'abord vous montrer comment on va pouvoir regrouper des objets et les séparer, et comment les réattacher, par exemple si vous avez plusieurs morceaux différents. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.